Eh bien, je remercie donc Gérard Pellet et l'ARAL de m'avoir proposé d'animer cette rencontre et la BFM de Limoges de l'accueillir en ce lieu qui porte le nom d'un grand poète limousin ami également, Georges-Emmanuel Clancier, et de son épouse Anne. Je vous remercie d'être là aussi. Alors, je vous annonce dès à présent que je ne vais pas faire une conférence de type universitaire. Enfin, pas exactement. Je vais plutôt faire des circonvolutions, à défaut de divagation. Et je vais même me faire aider par quelques écrivains dont je vous lirai des extraits. Et pour commencer, je voudrais faire ce qu'adorent faire bon nombre de ceux qui écrivent. Je vais parler de moi, je vous rassure, en rapport avec notre sujet, hein, c'est que je préciserai tout à l'heure. Et en vous parlant de moi, c'est aussi du Limousin dont je vais parler. Et je vais parler de vous aussi, parce que j'imagine qu'il y a des points communs entre ce que je vais dire sur moi et sur vous. D'autant plus que ce qu'on appelle l'égo-histoire est un de mes axes de travail. Alors, je suis né en 1962 à Limoges, ma famille paternelle étant limousine et même limougeaude, et même pire que ça, ponticaude, c'est-à-dire habitant près de l'antique Pont-Saint-Martial, au bord de la Vienne, une population réputée, pas facile. Alors, ce ne sont pas des photos de moi que je vais vous montrer, enfin pour la plupart, mais des photos de ma collection. Donc les Ponticaux, bien mes arrière-grands-parents, Émile et Jeanne, le jour de leur mariage, en noir. Là, c'est un jour de carnaval au Pont-Saint-Martial, avec ma grand-mère qui est la quatrième en partant de la gauche en haut, habillée en pirate. Après tout, quand on n'est pas si loin que ça du port du Navet, on peut bien s'habiller en pirate. Et puis ici, c'est juste en face de l'immeuble familial, 58 rue du Pont-Saint-Martial, où il y avait l'usine à gaz de Limoges, que vous voyez à l'arrière, et sur la droite, sur le marchepied, habillé avec un costume crème, une casquette et une cigarette à la main, mon grand-père, Eugène Bourdelat. Alors ça, c'est le nom qui avait été dessiné par mon arrière-grand-père, Émile. Alors ça, c'est du côté paternel, donc des Limougeaux depuis longtemps, et en tout cas des Hauts-Viennois depuis très longtemps. Et puis ma famille maternelle, elle, était nordiste et picarde, mes grands-parents étant arrivés à Limoges au moment de l'exode de 1940. Ils travaillaient dans l'imprimerie et ils sont devenus par la suite cavistes et par ailleurs résistants pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient place des Bancs. Donc les voici là, ces petits dans leur magasin. Et ils entourent le grand-père de Gilles Dudognon, que vous connaissez peut-être, hein, le restaurateur. Voilà, ça c'était une des publicités pour les caves du centre, donc place des Bancs. Alors je précise, puisque nous avons parlé du Limousin, que lorsqu'ils sont arrivés, donc je vous le disais au moment de l'exode, eh bien il y a un certain nombre de Limougeaux qui les ont accueillis en les traitant de Boches du Nord. Voilà. Alors lorsque j'étais enfant, nous partions nous promener avec mes parents en 2 chevaux, ou en Amicis, à travers le Limousin. Et dès que mon père apercevait un monument, une église romane, un château médiéval, il fallait aller le visiter, si possible, avec un guide ou une notice explicative. Donc là, je crois que c'est mon plus beau portrait devant les cascades de Gimel. Là, vous reconnaîtrez le pont de Sénoué ou Sénouex. Là, c'est à Chalucé. Je crois que c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu une espèce de coup de foudre pour ce lieu sur lequel j'ai travaillé par la suite. Donc, il s'arrêtait tous les kilomètres quasiment pour photographier le paysage avec une rétinette Kodak
Donc les alvéoles, les montagnes, les rivières, les cascades, les étangs, les prairies, mais aussi les oiseaux, les vaches, les moutons et les chevaux. Et le moins que je puisse dire, c'est que tout cela m'a fortement imprégné et j'ai même eu tendance par la suite à le refaire avec mes fils. Donc à la fin de ma 4e au collège d'Onslow, notre professeur de mathématiques, qui s'appelait M. Labrousse, qui était originaire de Pigerolles, sur le plateau de Millevaches, y a organisé un séjour en pleine nature, et c'est à cette occasion que je suis devenu amoureux à la fois de la Creuse et plus particulièrement du plateau, où je n'ai pas cessé de revenir depuis. J'y suis aussi revenu d'ailleurs J'y suis revenu aussi pour faire mon service militaire, là même où mon arrière-grand-père Émile avait été mobilisé, puisqu'il y avait un centre mobilisateur à la Courtine en 1914, mon grand-père Eugène en 1939 et mon père Jean-Marie en 1954, avant d'être expédié en Algérie. Je me suis approprié aussi le Limousin et j'ai ressenti un sentiment d'appartenance à celui-ci pour une double raison. J'ai découvert au collège Le Pain Noir, le roman de Georges-Emmanuel Clancier, donc cette histoire que vous connaissez tous de l'exode rural et des luttes ouvrières chez les porcelainiers, en même temps que se tournait son adaptation en feuilleton télévisé sous la direction de Serge Moati, et que par ailleurs, j'avais pour chers camarades de classe sa parente, non pas à Serge Moati, mais à Georges-Emmanuel Clancier, Agnès Clancier, qui elle-même est devenue par la suite diplomate et romancière. Et elle aussi allait participer d'ailleurs à ce voyage fondateur à Pigerolles. Par la suite, j'ai fait des études d'histoire médiévale à Limoges et à Poitiers, où j'ai travaillé sur la pénétration du pouvoir royal en Limousin, mais surtout, je me suis mis à écrire et à participer à l'aventure de 3 revues que j'ai fondées avec d'autres, cofondées. En 1983, Friche, avec Jean-Pierre Thuillat, dont je reparlerai, puis Analogie et une revue qui s'appelait L'Indicible Frontière. Alors en 1980, Jean-Pierre Thuillat avait réalisé un dossier spécial sur la poésie limousine d'expression française et occitane pour la revue Poésie 1, dirigée par Alain Breton. Et il s'était alors rendu compte à quel point le Limousin était une terre de poésie. Il le savait déjà, mais il avait vraiment perçu en prenant contact avec différents auteurs contemporains notamment. Et c'est ce qui avait été à l'origine de sa volonté de créer, pour donner une suite à ce premier dossier, la revue Friche, qui perdura jusqu'à sa disparition en janvier 2021. J'ajoute que Jean-Pierre, passé lui aussi par les centres universitaires d'histoire médiévale de Limoges et Poitiers, est le biographe de Bertrand de Born, et je ne peux que vous conseiller la lecture de cette biographie. Donc depuis 1983, j'ai pu constater, tout en publiant aussi des auteurs français et du reste du monde dans les revues, combien le Limousin avait été et demeuré une région poétique et littéraire, beaucoup plus que d'autres, à part peut-être la Bretagne, dont nous sommes très proches. J'ai vu qu'il y avait Yves Lavalette dans la salle, et je crois qu'il a publié justement un article il y a quelque temps sur les proximités qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et donc, pour les revues, pour mes livres et mes émissions de radio, j'ai découvert, rencontré, parfois édité, pour ne citer que Bernard Blot, Pierre Courteau, Jean Maison, Joseph Roufange, dont nous parlions tout à l'heure, Alain Lacouchy, Jean-Pierre Thuillat, Clancier, Franck Bouys, Gérard Frugier, Xavier Riboulet, Bob Giraud, Patrick Mialon, Pierre Bergogneau, Pierre Michon et bien d'autres avec qui j'ai échangé, et qui prouvent simplement, ces quelques noms, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, combien cette littérature du Limousin est riche. En 2008, les Ardents éditeurs m'avaient proposé de réaliser un ouvrage, justement, sur la littérature limousine depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, que j'ai titré « Du pays de l'exil, un abécédaire de la littérature du Limousin »,
dans lequel j'ai recensé un très grand nombre d'auteurs originaires de la région ou venus s'y installer. Et je me suis rendu compte, depuis que ce livre est paru en 2008, que, évidemment, j'en avais oublié certains. Et puis que depuis 2008, eh bien, il y a d'autres auteurs et poètes limousins qui se sont révélés ou installés en Limousin. Donc, si je résume ce que je vous ai dit un peu brièvement, le Limousin a été pour moi une terre familiale, une terre de monuments, d'histoire, de nature, de poésie et de littérature. Alors, bien entendu, je n'ai pas écrit que sur le Limousin. J'ai écrit sur les poètes élevains, sur Léo Mallet, sur Alan Stivell aussi. Mais il y a quelques années, les éditions Geste m'ont proposé de réaliser une sorte de dictionnaire sentimental, subjectif, de ce Limousin au moment où il allait disparaître administrativement, peut-être noyé dans la Nouvelle-Aquitaine ou même dans la mondialisation. Et j'ai voulu montrer ce qu'est ce lieu pour moi, sans aucun désir de repli identitaire, simplement en pensant que pour bien s'ouvrir au monde, affronter les défis à venir, comme ceux par exemple de l'intelligence artificielle, il était nécessaire d'avoir des racines solides ou même une identité choisie. Le jour même de la publication, le Populaire du Centre en prenait prétexte pour consacrer 2 pages à ce que voulait dire être limousin, débat qui se poursuivit sur les réseaux sociaux, et donc Claude Askolovitch se fit l'écho sur France Inter en annonçant le lancement de mon livre et en disant que ce questionnement sur cette identité, c'était la vie, pour reprendre ces mots. Donc ce dictionnaire n'était pas exhaustif, il ne le prétendait pas, certains pouvant être frustrés qu'il y manque telle ou telle chose à laquelle ils sont attachés. Dans tous les cas, il avait atteint son but, c'est-à-dire servir à s'interroger, et comme l'on disait à d'autres époques, à se situer. Et donc Gérard m'avait invité à faire une conférence à ce moment-là. C'était il y a 3 ans, j'avais été empêché. Après, il y a eu le Covid, ce qui explique que finalement, c'est aujourd'hui. Alors sur la planche 22 du nouvel atlas classique de M. Falex, professeur agrégé d'histoire et de géographie au lycée Louis-le-Grand, et de M. Gilbert, professeur de géographie à la faculté des lettres de Lyon, paru chez Delagrave en 1955, le Massif central explose de couleurs vives à dominante mauve, roches volcaniques récentes, roses, gneiss et micaschistes où sont Tulle et Limoges, et rouge, granit et porphyre. Brive se distingue dans son étroite bande orange, terrain primaire à la lisière du Jurassique. Pierre Bergogneau, que vous voyez là en train de caresser, selon la tradition, la statue, le pied de la statue du lycée Gay-Lussac, où il a été élève en classe préparatoire avant de rejoindre l'école normale supérieure. Donc Pierre Bergogneau attribue à ce paysage minéralogique, qu'il situe très précisément, la faculté de donner à ceux qui le fréquentent certains penchants incoercibles à la mélancolie. Ainsi m'écrivait-il, qu'on soit haut ou bas limousin, les mauvaises terres, les bois pluvieux nous font, à notre corps défendant, l'âme sombre. De là, j'imagine, le penchant de nos cœurs vers le midi, la sécheresse, le soleil. Alors, mais en fait, où est le Limousin ? Et question subsidiaire, savons-nous bien où nous sommes et même où nous en sommes ? Alors, dos au Massif central, le guide du routard nous a longuement accolés à l'Auvergne. Et en 1997, le magazine VSD situait également Brive en Auvergne. Nous lorgnions vers la côte atlantique, réserve médiévale de sel pour le commerce de nos moines. Et aujourd'hui, vous le savez, lieu de villégiature océanique, on croise régulièrement des limougeaux sur l'île d'Oléron, à Royan ou à Saint-Palais-sur-Mer, et les petits partaient en colonie à Saint-Trojan. Certains pensent que le Limousin est au centre de la France, le confondant sans doute avec le Berry. Dans Parler croquant, Claude Dunton évoquait ce pays sauvage que les Français ne savent pas toujours situer. On sait, quelque part vers le centre, le Limousin. Situé dans le Grand Sud-Ouest, il est pourtant plus proche de Toulouse que de Paris.
Après tout, on surnomme bien Brive-la-Gaillarde le riant portail du Midi, et les écrivains qui y descendent chaque année en train depuis Paris, à l'occasion de la foire du livre, ont bien le sentiment d'aller vers le sud. Il n'y a qu'à s'asseoir à une terrasse de la ville, même au doux soleil d'automne, pour comprendre qu'ici, le climat est souvent clément. Mais il reste toujours, pour ceux de l'extérieur, cette sensation de flou. Ainsi, Gilles Rossignol, qui possède une maison familiale en Creuse, a livré ce témoignage. « La question est rituelle. Quand j'indique le lieu de mes vacances, tiens, vous allez en Creuse ? Il y a en général un silence, puis le scénario est immuable. Quelqu'un se jette à l'eau, mais où est-ce au juste ? Dans le livre « Charme secret de la France », paru en 1995, le Limousin ne rassemblait que la Creuse et la Haute-Vienne, la Corrèze étant rattachée au Périgord et au Quercy. De toute manière, Denis Tillinac parlait de paysages à géométrie variable. Sans parler de la gastronomie, à l'occasion d'une rencontre avec la presse, Dominique Gracier, président de la Chambre d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine, proposait un copieux petit déjeuner composé de produits du terroir régional, parmi lesquels un très bon, alors je le cite, Saint-Nectaire du fromage de chez vous, disait-il au Limousin. Donc s'est-il avancé un peu imprudemment, confondant, je pense, le Limousin et l'Auvergne. Alors, est-ce l'histoire qui nourrit ce flou? On ne va pas refaire toute l'histoire du Limousin ici. Le Limousin devint une marche frontière à l'époque carolingienne, avant de se diviser en vicomté, puis de passer dans la mouvance française quand Aliénor d'Aquitaine épousa Louis VII. Lorsqu'elle se remaria avec Henri II Plantagenet, la province rejoignit pour 3 siècles le domaine anglo-angevin avant de devenir un enjeu territorial entre Anglais et Français qui ne manquèrent pas de la ravager pendant les guerres dites de 100 ans. Abandonné en 1360 aux Anglais, le Limousin fut progressivement reconquis par Charles V, 1370-1374. La marche fut reprise et même confisquée par François Ier en 1527. Henri IV accrut le domaine royal de la vicomté de Limoges. Mais ce n'est qu'en 1790 que le Limousin fut divisé clairement en 3 départements, Corrèze, Creuse et Haute-Vienne. Il est vrai qu'il correspondait à l'ancien diocèse de Limoges qu'on a vu avant, lui-même calqué sur, en partie, la cité d'Élémovis. Et puis, comment y aller? Ou comment venir? George Sand se plaignait déjà des chemins et des précipices, et l'écrivain Marcel Tiner notait en 1903 à propos de l'Ancien Régime « Les chemins dans la vicomté de Limoges étant tous obstrués de rocs, tout creusés de bourbiers profonds où s'enlisaient les carrosses, où les piétons se rompaient le cou. » Rien n'a changé dans l'imaginaire, notamment de certains Parisiens, peut-être bordelais. Le Limousin, on ne sait pas exactement où c'est et il est difficile d'y accéder. Il n'y a même pas de TGV en ligne directe Paris-Limoges. Même ceux qui envisageaient une ligne à grande vitesse voulaient la faire passer par Poitiers. Quand le train n'est pas supprimé au départ de Paris-Austerlitz, il faut bien compter 3h20. Il n'y a plus guère que l'autoroute appelée l'Occitane pour rejoindre cet étrange pays. Alors, en novembre 1943, Paul Brousse, directeur du Centre d'études régionalistes de Limoges et de la revue, c'est important, maréchaliste Notre Province, envisageait une nouvelle région autour de Limoges, de la Haute-Vienne et de la Creuse, avec les arrondissements de Brive et de Bergerac, les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, et s'interrogeait sur le nom à donner à l'entité Haute-Aquitaine, région du Centre-Ouest. Alors j'ai étudié très attentivement ce magazine qui est conservé au pôle limousin de la BFM, ici même, et les exemplaires qui sont déposés appartenaient à l'écrivain Robert Margerie qui y a collaboré. Car les pétainistes, favorables à la Révolution nationale, ont eux aussi réfléchi
à ce que devrait être la région limousine. La revue prend activement sa part, à la suite du maréchal Pétain, à la réflexion sur ce que doit être concrètement la nouvelle région. Je cite, « faire œuvre administrative basée sur le présent et orientée sur l'avenir, conditionnée par les nécessités vitales du pays ». Henri Marre rappelle forcément l'importance de la famille et du travail, note que l'ordre nouveau, je vous rappelle l'ordre nouveau imposé bien sûr par les nazis, commande l'accrochage au sol, la décentralisation dans tous les ordres, insiste sur la nécessité du retour à la terre, le but étant de mettre fin à l'exil, je le cite, « La vie provinciale aura retrouvé son charme et sa vigueur, la petite patrie gardera ses enfants, plus fiers encore de son avenir que de son passé ». Il salue encore, en septembre 1942, les dates évidemment ont leur importance, la naissance à venir d'une Europe unie, après avoir fait table rase pour la construction de l'ordre nouveau, ordre qui doit être énergiquement imposé. On appelle ailleurs à la liaison organique entre régionalisme et patriotisme, on réfléchit à ce que seront demain nos provinces et l'on souhaite desserrer l'étau d'une centralisation qui a pu être nécessaire, que les progrès des moyens de communication et les exigences de la vie moderne font apparaître comme illogiques et parfois tyranniques. Et lorsque Guy Pétignot présente une conférence du comte Saint-Aulaire, descendant de l'académicien, il écrit sur le régionalisme comme clé de voûte d'un ordre social régénéré. Le Tout Limousin littéraire participe à cette revue. Les frères académiciens Jérôme et Jean Tarot, Robert Margerie, Marcel Tiner, Marcel Jouandeau, André Terrive, Albert Pestour, Jean Rebier, Charles Sylvestre et divers auteurs. C'est même là que Michel Péramore publie son premier poème. Ceux qui n'en sont pas sont rares. Jean Blanza et Georges-Emmanuel Clancier, résistants, et le jeune Jean-Amédée Paroutot. C'est finalement avec les régions des programmes d'action régionale en 1955, puis les circonscriptions d'action régionale en 1960, et enfin les collectivités territoriales de 1982, que le Limousin retrouve une certaine unité territoriale avec la réunion de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne, une région administrative à taille humaine dont, j'insiste parce que c'était important, on connaissait souvent personnellement, en tout cas on pouvait rencontrer plus facilement sans doute les élus. Alors dans la nuit du 2 au 3 juin 2014, après avoir songé quelques heures auparavant à fusionner le Limousin avec l'Aquitaine, après tout Richard Cœur de Lion fut confirmé duc d'Aquitaine en la cathédrale de Limoges, le président de la République François Hollande, originaire de Rouen, en qui certains voyaient un Corrézien puisqu'il avait été maire de Tulle et député de la première circonscription de Corrèze, puis président du Conseil général de la Corrèze, avait décidé, d'un trait de plume jacobin, de rattacher notre région au Poitou-Charentes et au centre. Certes, on l'a écrit, les liens avaient été nombreux par le passé entre Limousin et Poitou, et jusqu'au littoral atlantique, mais entre Limoges ou Brive et Orléans, de quoi opacifier à nouveau la géographie, l'identité, la perception du Limousin et justifier encore a posteriori, je ne voudrais pas être cruel, la célèbre phrase de Martine Aubry à propos des idées de François Hollande pendant la campagne des primaires socialistes en 2012, « Quand c'est flou, il y a un loup ». D'autant plus que peu de temps après, il revint sur cette décision et adjoint finalement Limousin et Poitou-Charentes à l'Aquitaine comme envisagé premièrement. En juin 2016, la nouvelle immense région, 2 fois la Belgique, fut finalement baptisée Nouvelle-Aquitaine. Cela n'aura pas été sans certaines résistances, mais finalement plutôt discrète, tant la sidération, semble-t-il, fut grande, bien que la majorité de la population concernée paraisse hostile à cette réforme. J'en retiens 2.
celle de l'écrivain, musicien, chanteur et conteur occitan Jean Domeillot, qui écrivit à propos du Limousin « La République a réussi à réduire sa langue à la dernière extrémité. Elle veut achever aujourd'hui de l'éradiquer en le noyant dans une mer d'incohérence. Mais avant tout, il doit rester Limousin. Ne pensez pas, Limousin, qu'il suffira de quelques galetous, d'un clafoutis pour sauver notre identité. » Et avec clairvoyance, Robert Savy, l'ancien président de la région Limousin, fit également part de ses inquiétudes face à la réforme territoriale, faire des économies, une plaisanterie, estimait-il. Pour lui, le redécoupage en grandes régions allait surtout mettre les territoires en concurrence, alors qu'il devrait au contraire faciliter leur cohésion, privilégiant les grandes agglomérations au détriment des territoires ruraux. On va construire, disait-il, des régions plus grandes, mais moins fortes. À l'arrivée, un pouvoir régional affaibli. Robert Savy pensait que cette réforme territoriale n'était pas de bon augure pour le Limousin et pour ses habitants. Avec seulement 14% de la population de la nouvelle grande région aquitaine, il craignait que le Limousin ait du mal à se faire entendre d'un pouvoir qui sera plus loin et plus étranger qu'avant. Je le cite toujours. Quant à Limoges, privée de son statut de capitale régionale, elle risquait, selon lui, de passer du statut de petite grande ville à celui de simple petite ville. Jean Domeillot, lui, a achevé son texte par, avec la verve de Jean Domeillot, j'accuse les élus du Limousin, les socialistes en tout premier lieu, de complicité active, de duplicité ou de jobardise. Le Limousin devenait ainsi, là c'est moi qui le dis, l'arrière-pays de Bordeaux, pour reprendre l'expression de son maire, Alain Juppé. Alors c'est sans doute parce qu'il est flou que le Limousin a tant inspiré les poètes et les écrivains, les artistes, au fil des siècles. Ce sont eux qui ont essayé d'écrire, de dire ce qu'il était. Pour Pierre Bergougnoux, à nouveau, un peu de bleu dans le paysage. Pour Pierre Michon, le lieu des vies minuscules et pourtant essentiel. Pour Georges-Emmanuel Clancier, cet endroit où l'on est bien, on est bête, c'est jour de sirop, jour de fête. Et je vous livre un poème de Joseph Roufange dont nous parlions tout à l'heure, dans son recueil « Où va la mort des jours ». Donc il l'a appelé « Poème de l'eau douce ». Dans mon pays, on n'allait pas jusqu'à la mer, on ne comprenait que l'eau douce, on avait un grand amour de l'eau douce et du petit pays qui va de l'hiver à l'hiver. Dans mon pays, on contemplait les bêtes de l'eau douce, on déchirait les bêtes de l'eau douce, mais la tête tenait au ciel. Dans mon pays, l'été nourrissait un appel, le souvenir creusait son étang de cœur vert, où nous nous amarrions pour supporter la terre. Alors il y a aussi Jean-Marie Chevrier, écrivain dentiste, dont l'un des personnages déclare à propos de la Creuse « Ce pays est si vieux que même les montagnes sont usées, il peut me comprendre dans ce que j'ai de plus vieux ». Pour Marcel Delpastre, le Limousin n'est rien moins qu'une civilisation, et l'on pourrait multiplier les exemples, ceux des peintres et des photographes aussi, comme le dadaïste Raoul Haussmann, qui finit sa vie à Limoges et réalisa ce cliché en 1950 à la Sablière, au Palais-sur-Vienne, où le paysage, les arbres et les baigneurs se superposent, le flou toujours. Et à ce sujet, je voudrais vous lire un extrait aussi d'un livre qu'avait écrit Colette Corneille, Au bruit des autres, qui s'intitule justement « Flou ». Donc c'est un extrait où elle parle de la marche. Entre la montagne et la plaine, la marche étend son incertaine identité. On ne sait comment s'est constitué ce pays d'où l'on émigre si facilement, ni où il commence, ni où il finit. Ses limites sont multiples, soit celles d'un ancien comté, soit celles d'un sous-sol, soit celles d'un patois,
ou d'un évêché ou d'un département. Aucune ne se superpose exactement à une autre, et les entrelacs de ces frontières forment la marche. Contrée hésitante, creusée où se mêlent des cultures différentes, on y est indécis, plus qu'ailleurs, une certaine mollesse ou une douceur tisse le bien-vivre de ses habitants. On peut y rêver d'ailleurs. Il n'y a pas de capitale où elles sont si petites qu'elles se mettent à l'abri des métropoles plus lointaines. Entre Poitiers et Limoges, on hésite. L'administration choisit pour vous, mais le cœur est en balance. Il faut chercher dans les coutumes, les ancêtres, pour se rattacher à l'une ou l'autre cité, et ce n'est pas toujours clair. Ceux qui ne peuvent choisir partent à Paris, définitivement déracinés. On les voit errer dans les cimetières les jours de Toussaint, à la recherche des lambeaux de leur passé. Ils parlent avec l'accent de Belleville et ont un peu honte d'avoir porté des galoches. Cependant, ils retrouvent bien la tombe de la tante Augustine ou du grand-père Alexandre, et dans les allées mouillées, ils chuchotent en reconnaissant ceux qui sont restés au pays. On échange des souvenirs, ils n'ont plus de mémoire précise, ils entrent dans le flou de leurs origines. Incontestablement, le Limousin a nourri le champ lexical de la langue française. Le pays devrait déjà lui être reconnaissant de cela. D'ailleurs, le 25 mars 1930, la Société archéologique et historique du Limousin s'enthousiasmait. Il n'y a peut-être pas de ville qui ait servi à former tant de mots et d'expressions que Limoges. On va faire un petit rappel. Il y en a que vous connaissez, bien sûr. Alors, dans la seconde moitié du Moyen-Âge, le mot coq-Limoges désignait le faisan ou le coq de bruyère dans le langage de la chasse, peut-être parce que le volatile abondait dans la province. Certains ont aussi avancé que l'on aurait comparé le plumage du faisan avec celui des émeaux de la ville. À ce propos, rappelons qu'Opus Lemovicum et émail étaient synonymes. Toujours au Moyen-Âge, des nappes d'autel dont la texture était faite d'or, d'argent et de soie étaient désignées par des mots latins comme limogiata, que l'on traduit par limogier. Dans le trousseau d'Isabelle, fille de Saint-Louis, on trouvait en 1255 de la toile de Limoges, et dans l'inventaire des biens de Catherine de Médicis en 1589 figuraient 80 pièces d'ouvrage de Limoges en fil de coton. Dès le XVe siècle, le Limousin ou Limousin désignait de façon commune le maçon faisant le gros travail, puisque beaucoup de ceux qui œuvraient à Paris étaient originaires de la province. Et d'ailleurs, le grand écrivain creusois Pierre Michon, qui vous salue, parce qu'il sait que cette conférence a lieu ce soir, et il m'a dit de saluer les gens qui seraient là, donc je le fais. Il a presque sublimé, je dirais douloureusement, ce mot dans l'un de ses romans, Les 11. Ça sera le dernier extrait que je vais vous lire, qui est paru chez Verdier. Alors, cela existait d'autant plus que parmi les anacréons timides de la province, il y avait le fils d'un Limousin qui avait miraculeusement bondi hors des 10 mois de négritude sur 12. Et sans doute pas si miraculeusement que ça, car sans trop de risque de nous tromper, nous pouvons supposer que cela arrivait de temps en temps depuis le début, depuis que le cardinal-duc avait fait lever plus ou moins à coups de trique, plus ou moins à coups d'écu, des bataillons de Limousins pour construire au large de La Rochelle, et autant dire alors en pleine mer, de grands appareaux de guerre, des digues, des babelles bien cimentées de ciment limousin, sang et boue, où lui, le cardinal-duc de Richelieu, debout sur les digues par-dessus les Limousins, dans son habit de fer et de pourpre, pensait que tous les huguenots du monde viendraient se fracasser et mourir pour toujours, sortir de l'histoire, ce qui arriva bel et bien dans un sens. Depuis donc qu'après cette affaire de La Rochelle, les Limousins eurent pris quelque chose comme le goût de la maçonnerie, l'habitude en tout cas d'être nègres ailleurs qu'en Limousin 10 mois sur 12. Depuis le début, on peut raisonnablement penser qu'à chaque génération, cela advenait dans la proportion d'1 sur 100, sur 1000 ou 10 000. Il arrivait qu'un Limousin
bondit hors du rang, fut remarqué d'un cardinal-duc, de sa maîtresse ou de son cocher, à cause des qualités que le hasard distribue assez équitablement parmi les hommes, fussent-ils limousins, fût-on dans le terrible temps de la douceur de vivre, et que celui-ci tira son épingle du jeu, c'est-à-dire ne remit pas les pieds en limousin, et se mit à vivre comme un homme, enfin comme il pensait que doivent vivre les hommes. Au XVIIe siècle, le limousinage fut le nom que l'on donna à l'une de leurs techniques de construction, faite à base de moellons et de mortier. La limousine était un terme de fleuriste désignant une anémone. La limousine désignait le plomb en feuilles ou même le toit en plomb. Le limousineur désigna le voleur de ces objets. Ainsi, put-on lire dans le Petit Journal en 1865, on donne le nom de voleur au gras double ou de limousineur à des ouvriers couvreurs qui volent le plomb des couvertures en coupe de longues bandes avec de bonnes serpettes, puis l'aplatissent et le serrent à l'aide d'un clou. Ils en forment ainsi une sorte de cuirasse qu'ils attachent à l'aide d'une courroie sous leurs vêtements. Dans le Figaro, Étienne de Montetis s'est amusé à écrire que le tulle était l'étoffe d'un président, clin d'œil à la ville corrézienne dont François Hollande fut l'élu, et qui aurait donné son nom au tissu transparent et vaporeux formé par un réseau de mailles régulières, de fins fils de coton, de lin, de soie ou de laine. Certains pensent même qu'il aurait fourni son nom à un vêtement très prisé par les petits rats de l'opéra. Les jeunes filles en chaussons roses auraient surnommé le voile de leur juste au corps le tulle. Le tutu. Si certains contestent l'étymologie limousine, du tissu cher aux jeunes mariés pour décorer leur clinquante voiture, René Fage, un érudit local, la justifia par l'existence en broderie d'un point de tulle et signala que l'historien tulliste Étienne Baluse faisait parvenir aux dames de Paris les dentelles qu'elles lui demandaient de faire venir du Limousin. Moins léger sans doute, il eut au XVIIe siècle un sabot de Limoges. Richelet, en 1680, écrivit que ces sabots sont propres, fort jolis et fort mignons. Puis, plus tard, la chaussure de Limoges, comme on dit la porcelaine de Limoges, dont la société Weston serait peut-être l'ultime héritière. Au siècle suivant, le mot limousine devint synonyme de voiture. Aux États-Unis, on parle de limo. Mais pourquoi ? Peut-être parce que, comme l'a noté Balzac, ce serait aussi le nom du manteau de laine porté par les bergers et que la voiture bien fermée par sa capote lui ressemblerait, à moins que ce ne soit grâce à Charles Gentot, né à Limoges, à qui est attribué ce type de carrosserie, ou plus probablement parce que la limousine désignait la voiture hippomobile utilisée dans la région, une charrette à deux roues tirée par un cheval à caisse fermée avec deux banquettes dans le sens de la marche utilisées par les artisans pour leur livraison. À bien y réfléchir, les mots de la langue française originaires de la région sont donc liés à l'artisanat de qualité ou du luxe, à la migration, au déplacement, à la mobilité, à l'ouverture et à la rencontre, ce qui éclaire d'un jour peut-être nouveau le Limousin, parfois jugé à tort, replié sur lui-même. Mais vous le savez, un mot a desservi la ville de Limoges et par-delà elle, toute la région. Alors j'en avais parlé dans un petit livre qui s'appelait « Plaidoyer pour un limogeage » chez Lucien Souni. Excédé par l'usage trop abondant que l'on en faisait, un Limougeot écrivit un jour au romancier et poète Maurice Genevoix pour que les mots limogeage et limogé soient supprimés du dictionnaire de l'Académie française, dont il fut secrétaire perpétuel à partir de 1958. Celui-ci répondit qu'il était difficile d'empêcher l'utilisation d'expressions bien enracinées dans le langage courant. En 1990, le facétieux journaliste Marc Villemard de France 3, qui aujourd'hui préside la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, s'amusa à écrire pour la revue Analogie un merveilleux conte de Noël, c'était le titre, où il mettait en scène, dans l'auguste cité, quelques-uns des limogés les plus célèbres, à en croire les dépêches de l'AFP inventoriées.
d'Andrei Gromyko à Zhaojiang, de Ficre Sélassié à Sœur Profumo. Plus de 20 années après, les limogeages n'ont pas cessé. Du général américain Wesley Clark, limogé comme un malpropre selon Le Monde, ce qui ajoute à l'infamie, limogé comme un malpropre, au ministre du Budget Jérôme Cahuzac, limogé selon plusieurs journaux au printemps 2013. Tout cela ne date pas d'hier. En effet, Limoges est devenue la ville de l'exil au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, après la disgrâce de Nicolas Fouquet, la femme du surintendant des finances, son cousin, le financier Jeannin de Castille, Jeannard, magistrat parisien, et Jean de La Fontaine, le fabuliste, sont envoyés en pénitence à Limoges. Les 12 et 19 septembre 1663, le poète écrit d'ailleurs à son épouse « Je vous donne les gens de Limoges pour aussi fins et aussi polis que le peuple de France. Les hommes ont de l'esprit en ce pays et les femmes de la blancheur. » Toutefois, on s'ennuyait bien un peu et le Tellier adressa cette missive à Madame Fouquet. « Sur ce que j'ai représenté à Sa Majesté de l'incommodité que vous receviez du mauvais air de Limoges, elle m'a ordonné la dépêche suivante par laquelle elle vous autorise d'en partir et de vous rendre à Saintes. » En 1851, pour ne pas avoir salué de façon assez démonstrative Louis-Napoléon Bonaparte lors d'une revue à Satory, le 5e hussard du colonel d'Allonville fut aussi envoyé à Limoges. Mais c'est Adolphe de Messimy, ministre de la Guerre en 1914, qui poursuivit la tradition du limogeage et la revendiqua. Joffre avait modifié le commandement défaillant du début de la Première Guerre mondiale, ce qui concernait entre 162 et 202 officiers, ceux-ci aux arrêts de rigueur, craignant pour certains une exécution capitale, devaient se rendre dans un lieu situé en dehors de la zone des armées et du département de la Seine. Dans ses souvenirs, parus en 1937, le ministre précisa « Guillaume, d'après mes ordres, leur enjoignit de quitter Paris. Il me fallait opter. Limoges fut choisi. Cette belle ville du Sud-Ouest a dû à ce choix non seulement un supplément passager de garnison, mais une célébrité qui a survécu à la guerre. Le verbe limoger est entré définitivement dans le vocabulaire français. » Et cet opprobre lexical s'est étendu au Limousin. Il y a peu, au Burkina Faso, le ministre de la Défense, Aimé Barthélemy Saint-Poré, a été limogé. Et on sait que l'entraîneur monténégrin Zvezdan Mitrovic va recevoir 500 000 € pour limogeage abusif de la part du club de basket de l'Asvel Lyon-Villeurbanne. Donc on pourrait continuer le conte de Noël de Marc Villemard. Alors en 2014, dans son ouvrage Capture, la poète Marie-Noëlle Agneau, qui est dans la salle, qui n'est pas originaire de la région, mais en est tombée amoureuse, notamment en étant mutée à Felletin pour enseigner la philosophie et en habitant à Aubusson, a cherché à créer un nouveau mot pour dire son attachement au Limousin et pour contrebalancer le limogeage. Donc je vous livre l'extrait, il faut lire le texte en entier. Je cherche un nouveau mot pour dire mon attachement au Limousin. Ce mot traduirait l'enchantement du pays, la manière dont il nous plaît sans qu'on puisse dire exactement pourquoi. Un mot qui traduirait l'exact contraire d'une stagnation. Un mot qui dirait aussi la joie d'aimer. Un mot qui dirait l'occulte et le sauvage d'une vie terrestre. Un mot qui coule. Un mot qui rayonne, qui essaime, qui fait du neuf et donne aux déracinés l'envie de rester. Un mot cultivé, un mot capable de jouer, une sorte d'oiseau sur un corps de vache. Je m'enlimousine. Et après, elle conjugue le mot « tu t'enlimousines, il s'enlimousine », etc. Donc le Limousin appartenait géographiquement et culturellement à l'Occitanie. Le nom provient du latin médiéval Occitania. La première partie du nom Oc vient de l'occitan Oc. Alors il y a des spécialistes dans cette salle, ils pourront me reprendre après s'ils le souhaitent. Donc manière de dire oui en
en occitan catalan ancien. Le nord des actuelles Hauts-de-Vienne et Creuse étant situé dans le croissant, la zone de transition linguistique où les Languedoc et Deuil interfèrent. Et comme l'écrivait Joseph Noyac en 1949, c'est la poésie lyrique qui a fait la gloire du Limousin. Notre province a été le berceau des plus grands troubadours. C'est grâce à leur génie que son dialecte s'est haussé au rang de langue littéraire adoptée par les poètes d'oc du XIIe et du XIIIe siècle. En Espagne, la langue du Midi est encore appelée l'Emochina. Un savant italien de la Renaissance l'a comparé au toscan. Les troubadours ont été les maîtres de Dante. Le Limousin, a dit Roux, est une langue antique, glorieuse, vivace. Il fut 300 ans au moins une langue classique à l'envi du grec et du latin. Je renvoie à tous les travaux de Pierre Bec, de Gérard Gonfroy, qui vient de sortir un livre sur les troubadours, d'Yves Lavalade qui est là, de Luc de Goustine et d'autres. C'est une langue populaire et aristocratique, avec ses genres bien définis et bien étudiés. La chanson d'amour courtois, le Cervantes de caractère politique ou personnel, parfois satirique. Il comprend aussi la chanson de croisade et le plane ou plainte funèbre. Le tanson est une discussion sur un sujet poétique ou amoureux. Peut-être que, alors c'est peut-être une hérésie, mais peut-être que les jeunes aujourd'hui parleraient de battle, je ne sais pas. La pastourelle est un dialogue entre le poète et une bergère ou un pâtre parlant la langue courtoise. Et comme leur nom l'indique, vous le savez, les troubadours troubards inventent une très belle poésie où le style et le son, la mélodie sont particulièrement travaillés. Dois-je ici rappeler les noms des plus grands? Bernard de Ventadour, dont la dame était Aliénor d'Aquitaine, Bertrand de Born, Giraud de Borneille, Gossem Fédit et ceux du Sel. Ils sont de ceux qui inventèrent et promurent, inspirés par les poètes et les philosophes hispano-arabes au cœur du Moyen-Âge occidental, la fine amore, un affinement des mœurs et de la sensibilité, s'orientant soit vers la création ou la reproduction de formes belles, soit vers la rectitude d'une action, les deux n'étant d'ailleurs pas opposés. Et puis ce sont des artistes qui ont vraisemblablement bénéficié des parages de ce centre culturel et musical formidable qui était au Moyen-Âge l'abbaye Saint-Martial de Limoges, bien sûr. Je ne sais pas où aller. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles de cette abbaye, de sa mise en valeur, de la signalétique pour rappeler qu'on avait ce centre formidable à Limoges. Quand je vais place de la République, je ne vois rien. Je ne sais même plus comment on accède à la crypte Saint-Martial. Enfin bon. Donc il s'agit aussi d'un phénomène de libération de l'esprit, du dogme chrétien, puisque l'adultère, d'une certaine manière, est célébré, et de la reconnaissance du droit au bonheur par la libre disposition de son corps, phénomène, c'est vrai, limité à l'aristocratie, dont les premières bénéficiaires furent les femmes du, entre guillemets, Midi. On se doit de rappeler qu'en face d'elle, un projet politique d'unification politique et linguistique est porté d'abord par les rois de France. L'ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par François Ier, impose la langue française pour les actes administratifs et juridiques en 1539, puis les Jacobins et les Républicains, notamment ceux de la Troisième République, efficacement secondés par les Hussards noirs, mais aussi de la Cinquième, dont l'article 2 de la Constitution de 1958 stipula que la langue de la République est le français, même si la révision constitutionnelle de 2008 a reconnu que les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France, ce qui est la moindre des choses. Et à ce jour, le pays n'a pas ratifié la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, malgré l'insistance du Conseil de l'Europe, et il est difficile d'apprendre l'occitan en limousin. Ainsi, en 2008, le sénateur de la Corrèze, Georges Mouly, attira l'attention du ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos, sur l'insuffisance de cet enseignement. La réponse ne faisait qu'entériner cet état de fait.
2 postes de professeurs des écoles étant consacrés à l'occitan affecté à l'école privée sous contrat Calandreta Lemogina de Limoges, 6 collèges étant concernés, 2 en Corrèze, 4 en Haute-Vienne, et un seul lycée privé sous contrat, Beaupérat, à Limoges. Et le ministre de conclure, selon le rectorat de Limoges, ce dispositif permet de couvrir les besoins recensés en ce domaine. La réponse étant, à mon avis, faussée, puisqu'il faudrait en fait que bien plus d'établissements publics proposent l'enseignement de cette langue pour donner envie à plus d'élèves de l'apprendre. Alors notons également que la Calandreta eut à souffrir d'une attaque en justice de personnes de la libre pensée, le tribunal jugeant que le conseil régional responsable des lycées ne pouvait pas subventionner une école primaire associative, fût-elle laïque, ce qui est le cas, et gratuite et agissant au quotidien pour valoriser le patrimoine culturel et linguistique régional. À mon avis, drôle de combat contre la diversité culturelle. Samuel Gibia, archiviste corrézien, a montré que le Limousin a été le théâtre, dans la dernière décennie du XIXe siècle, d'un important renouveau culturel au travers de la fondation du Félibrige et a tenu un rôle moteur dans le contexte plus large d'une renaissance provinciale à caractère régionaliste. La fondation de la revue Limousin en 1892-93 l'a inscrit dans le mouvement de renaissance occitan, et que le relais des associations d'originaires à Paris, surtout corréziens, a joué un rôle déterminant. Le phénomène a toutefois été circonscrit à une élite intellectuelle, bourgeoise et parisienne. Joseph Noyac mentionna les bons poètes et les écrivains qui ont, je cite, « chanté la terre et la race », et je commente « à la race ». Par la suite, la section régionale limousine de l'Institut d'études occitanes a été créée en 1977 et eut d'abord une vie associative intense, semaine culturelle occitane sur la place publique à Limoges, stage d'occitan, publication d'ouvrages et de revues, etc. Dans les années 80-90, le mouvement a connu une activité plus modérée. En 1998, un petit groupe de personnes décide de remettre sur pied et de professionnaliser l'association. Et aujourd'hui, une équipe permanente de salariés aidés de vacataires et d'intermittents du spectacle intervient sur l'ensemble de la région Limousin, l'est de la Charente occitane, et le nord de la Dordogne, soit en grande partie l'aire linguistique limousine et une partie de l'aire linguistique auvergnate pour promouvoir la langue. L'Institut, vous le savez, dispose d'une librairie occitane rue Haute-Vienne à Limoges et sur un site particulièrement fourni, il met à disposition le fruit de ses collectes de la mémoire occitane. Ce fonds est riche aujourd'hui de plusieurs centaines d'heures d'archives, enregistrements audio, vidéo, films, écrits, photographies, etc. Et c'est un véritable plaisir de le consulter. Il existe aussi un centre régional des musiques traditionnelles en Limousin, qui a pour but de permettre une meilleure connaissance et appropriation des territoires de la région au travers des musiques traditionnelles et des cultures qui y sont liées. Alors là, c'est vraiment à titre personnel. J'aime beaucoup, pour ma part, les chanteurs et musiciens Bernard Comby et Olivier Perra, mais il y en a beaucoup d'autres. On s'en félicite et on apprécie, même si force est de constater que le Limousin n'a finalement pas eu, comme la Bretagne par exemple, avec Alan Stivell et d'autres chanteurs, peut-être de grandes figures, des stars même, capables de donner l'envie à toute une population de se réattribuer cette langue et cette culture. Personnellement, je le regrette. Ce que je constate, puisque je suis très attaché, vous l'avez compris, au Limousin, mais je suis aussi très attaché très souvent à la Bretagne, c'est que je vois en Bretagne régulièrement des fêtes qui sont des fêtes non traditionnelles, où on passe de la musique moderne, etc. Puis à un moment, on arrête de passer cette musique, on met de la musique traditionnelle, il y a des musiciens, et tous les jeunes qui ont 12, 13, 14, 15 ans et plus se mettent tout de suite, spontanément, à danser et connaissent ces danses. Bon. Alors, figure emblématique de la poésie occitane, Marcel Delpastre,
qui a collecté et publié de nombreux contes, écrit des ouvrages ethnologiques sur le Limousin et sa culture, des billets dans la presse, de très beaux et forts poèmes, des mémoires. Nous nous sommes parfois croisés, et en octobre 1987, elle m'écrivit « Il le fallait bien dire à ces gens, à nous, qu'ils avaient des ancêtres et qu'avec eux, ils participent d'une véritable civilisation. » L'un des amis les plus chers de Marcel et son éditeur est un autre écrivain limousin que j'ai cité tout à l'heure, de grand talent, Jean Doméo, conteur, chanteur et musicien, chercheur, collecteur d'histoire, vielleux sur la route de Compostelle. Il y a encore Michel Chadeuil, écrivain et chansonnier dont l'œuvre est basée sur un mélange d'humour noir et de fantastique. Et j'ai aussi, alors quand j'ai écrit ça, je ne savais pas qu'il serait dans la salle, donc ce n'est pas par... Voilà, j'ai une grande admiration pour le travail de Jean-Marc Siméonin, illustrateur, graveur, émailleur, depuis au moins les années 1980, dont l'œuvre livre des gravures narratives qui proposent des figures désarticulées, mythes, bêtes, hommes, bien souvent entortillés, qui lient images et textes en un seul ensemble sorti d'une langue, souvent l'occitan. Et je crois que tu as déposé ton fonds à la BFM, donc voilà. Alors, dans le grand dictionnaire du Limousin, j'évoque un pays donc de montagnes, de prairies, d'arbres, de rivières, d'étangs et de cascades, de mégalithes, granit et même d'uranium, même si on n'a plus beaucoup. Un pays beau et difficile, d'où les hommes ont souvent été obligés de partir, provisoirement ou définitivement, mais qui a aussi su accueillir, tout au long de son histoire, des immigrés venus d'Europe et de plus loin encore. Ces migrations dans les deux sens ont contribué à faire ce qu'il est devenu. Un pays aussi marqué par les guerres depuis le Moyen-Âge, qui ont laissé leurs traces dans les mémoires collectives et dans le paysage. Une région imprégnée, alors je ne peux pas tout développer, hein, le temps qui m'est imparti est limité, une région qui est imprégnée à la fois par des manifestations religieuses que certains pourraient qualifier de archaïques, mais ce n'est pas si sûr, comme par exemple le culte des reliques ou des bonnes fontaines qui perdurent. Là, vous avez une photo ancienne de la confrérie Saint-Aurélien. Mais il y a aussi, dans le même temps, la présence de la déchristianisation et la présence de la franc-maçonnerie, qui est d'ailleurs parfois issue, elle-même, au XVIIIe siècle, d'anciennes confréries. Au XVIIIe siècle, il y a eu des passages entre les deux. Donc c'est un pays de résistance diverses, philosophiques, politique, socialiste, communiste, anarchiste, mais pas uniquement, coopérative, syndicale, et bien sûr aussi les armes à la main face aux nazis. J'aime bien cette photo que j'avais prise à l'occasion d'une célébration de la libération de Limoges. Alors évidemment, vous reconnaissez au premier plan Georges Guingouin. Ce n'est pas la peine que je le présente. Mais sur la gauche, vous avez aussi Roland Dumas, qui a été lui aussi résistant et qui a été l'avocat de Georges Guingouin. Et puis à l'arrière-plan, vous avez Marcel Rigoux, qui lui aussi a été résistant à la fin de la guerre et qui a participé à l'exclusion de Georges Guingouin du Parti communiste. En tout cas, terre de résistance. Alors j'évoque dans l'ouvrage dont je parle plusieurs grandes figures, à commencer par celle de Pierre Leroux aussi, et puis de Martin Nadeau, maçon, homme politique, franc-maçon également, auteur. Et le fait même d'écrire d'ailleurs de la poésie, que ça soit pour moi ou pour les auteurs, les quelques auteurs que j'ai cités, peut s'interpréter comme une autre forme de résistance.
Donc j'évoque aussi, là je ne développerai pas malheureusement pour nous tous, la cuisine limousine qui participe de cette identité. Mais je montre aussi, je crois, que le Limousin, en plus d'être un pays de tradition, au bon sens du mot, est une région d'innovation et depuis longtemps, y compris dans les domaines que l'on croit traditionnels. Alors, je pense par exemple au travail formidable d'aménagement du paysage et du réseau hydraulique par les moines cisterciens, à la tapisserie à Aubusson, à l'émail, à la porcelaine, à la musique, jusqu'à l'art contemporain, et aujourd'hui au numérique qui s'y implante progressivement. Ah, j'avais oublié de vous montrer ça pour vous mettre en appétit. Alors, il y a quelque temps, j'avais participé comme spectateur à Limoges à l'Université du futur qui était consacrée à l'intelligence artificielle. Et j'avais rencontré Sébastien Tarot, qui était, je pense qu'il est toujours, le directeur d'une société qui s'appelle Iconosquare, dont vous avez la joyeuse équipe en photo devant vous. Et cette entreprise est le leader mondial dans le marketing digital et l'analyse statistique des réseaux sociaux, qui a 32 000 clients dans 148 pays, alors parmi lesquels Kim Kardashian, Paul Pogba, David Beckham, le Real Madrid, la NASA ou encore le National Geographic. Et il pense que le Limousin, où l'entreprise est installée, ainsi depuis peu qu'à Berlin, donc les deux bureaux c'est Limoges-Berlin, dispose de tous les outils et surtout du cadre de vie qui peuvent lui permettre de réussir cette transition. Et alors je vais essayer de... Je ne suis pas très doué avec l'informatique. Je vais essayer de vous faire entendre un extrait de leur vidéo de présentation. Je vous conseille d'aller la voir. Elle est sur leur site. Elle dure 48 minutes. Mais c'est très intéressant parce qu'elle montre que finalement, le Limousin, à travers eux, reste un pays, une terre d'innovation. Et lorsqu'on écoute les employés, qui sont d'origine très diverses à travers le monde, eh bien, on comprend aussi ce qu'est Limoges et ce qu'est le Limousin. C'est toujours bien de l'entendre de l'extérieur. Alors, je vais essayer de vous faire écouter ça. Un extrait. Voilà. Je pense qu'il y a le son. Alors, la vidéo, elle commence, là, c'est pas tout à fait le début, mais elle commence par les employés qui sont filmés de dos, individuellement, en train de marcher. En fait, ils marchent à travers Limoges et ils marchent toujours devant un bâtiment, un lieu emblématique de la ville. Là, on se trouve sur la voie E. C'est en fait là où tous les trains à destination de Paris partent. Pour moi, c'est un lieu qui est important parce que c'est la première chose que j'ai vue de Limoges quand je suis arrivé il y a quelques années ici pour la première fois. Et quand je suis sorti de la gare, l'air sentait bon. Une odeur d'herbe fraîchement coupée, de foin, une sorte de mélange comme ça. En fait, je me suis envisagé en fait, dans cette ville et je me suis dit ouais, c'est là qu'on va ouvrir des bureaux. Ça semble être sympa. Des fois, ça se joue à peu de choses. Le ressenti par rapport à une ville. Bah là, ça s'est joué vraiment à la sortie de la gare. J'ai été très agréablement surprise de trouver une ville pleine de vie. Ma compagne m'a fait visiter la ville, les coins sympas, même les alentours de la ville. Et voilà, je me suis vu tout de suite, je me suis dit tout de suite, voilà, je peux vivre dans cette ville. Il y a quand même une ville qui bouge un petit peu.
Mais juste en sortant de la ville, à 5 minutes, on peut être dans la campagne au milieu de nulle part. Et la preuve, là, on est à 2 minutes de Limoges et on a l'impression d'être au milieu de nulle part, quoi. Et aussi, on est loin un peu de tout le tumulte des grandes villes et du stress qu'il peut y avoir. Alors, pour ça, je pense qu'on ne peut pas faire mieux qu'ici. C'est beau, mais c'est loin, comme dirait Jacques Chirac. Voilà, bon, donc 48 minutes, hein, vraiment si vous pouvez aller la voir parce qu'elle est très intéressante. Ah. Je vous disais, je ne suis pas doué en informatique, mais c'est pas... Voilà, je voulais juste finir avec ça. Donc, pour conclure, et après avoir écouté ces entrepreneurs, je pense qu'il faut rester optimiste, à la condition peut-être, alors vous voyez, on vient de le dire, que l'on redynamise quelque chose de nécessaire mais d'abîmé et qui n'est absolument pas secondaire, à mon avis, c'est le train, à la condition aussi d'avoir des élus dynamiques et entreprenants capable de se faire entendre à Bordeaux. Alors, j'ai entendu hier, je vois qu'il y a Lucas Destrem qui est dans la salle, que je crois le conseil municipal de Limoges soutient la candidature comme capitale européenne de la culture de la ville de Clermont-Ferrand. Et on se demande pourquoi ce n'est pas Limoges qui est candidate pour être capitale culturelle européenne, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour y prétendre. Bon. Et puis, à la condition, bien sûr, de ne pas oublier notre culture, de savoir toujours innover dans tous les domaines, et à la condition aussi de rester. Voilà, je vous remercie.